Bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'invité de la semaine est consacré aujourd'hui, en tout cas à l'AES, l'Alliance des États du Sahel, dans sa gouvernance économique et aussi dans sa gouvernance sociale. Alors nous recevons sur ce plateau Dr Fouseynou Ouattara. Il est membre du Conseil national de transition, le vice-président de la Commission de défense nationale, sécurité et protection civile. Il est économiste, donc il a d'ailleurs un PhD. Il est membre, donc le président même du collectif pour la refondation du Mali. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Voilà, docteur Fouseynou Ouattara, déjà l'Alliance des États du Sahel, en tout cas, a vu le jour, on va dire au Mali même, le mois de septembre dernier. Le 16 septembre. Le 16 septembre précisément. Alors, vous déjà, quel était votre sentiment à l'entendre déjà que cette AES a vu le jour? Moi, personnellement, c'est fait une attente qui a été comblée parce que c'est une chose qu'on aurait dû faire depuis les années où on a étendu le Liptako-Gourma sur toute l'étendue des territoires des trois pays. Donc, depuis ce jour, on aurait dû créer une alliance des États du Sahel. Okay. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été très content quand même, parce que le volet qui manquait surtout, le volet militaire, le volet défense, a vu le jour. Alors, l'alliance des États du Sahel, c'est vrai que c'est pour répondre effectivement à cette impasse sécuritaire, militaire dans les régions sahéliennes, notamment dans le Sahel central, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Mais véritablement, est-ce que c'est pas au-delà de ça maintenant, en perspective qu'on voit, ce n'est plus, avec la sortie notamment de la CEDEAO, il ne s'agit plus d'une question sécuritaire, à ce qu'on peut en tout cas comprendre. Oui, oui. Comme je l'ai dit, pourquoi j'ai dit que c'est une attente qui a été comblée? Parce que si vous voyez, c'est la charte du Liptako-Gourma. Donc il faut comprendre d'abord ce que c'est que le Liptako-Gourma, pourquoi c'est venu. C'est quoi concrètement le Liptako-Gourma? Bon, le Liptako-Gourma, c'est une zone qu'on appelle généralement la zone des trois frontières. Donc ça regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il faut savoir que il y a une autorité qui existe, qui est l'autorité du Liptako-Gourma. Actuellement, la présidente est une Malienne. Donc, l'autorité du Liptako-Gourma a été créée, si mes mémoires sont bonnes, en 1971. Ça a été créé par le président, le général Moussa Traoré, avec le général Sangoulé Lamizana, et le colonel non, Amani Djouri. C'est Amani Djouri qui était là-bas. Pas Amani Djouri, l'autre là, j'ai oublié son nom. Tanja? Non. Le président du Niger, qui était le premier président du Niger, là, j'ai oublié son nom. Je crois que ça doit être Amani Djouri. Amani Djouri. Oui, c'est ça. C'est lui qui était le président. Donc, ce sont les trois chefs d'État qui ont créé l'autorité du Liptako-Gourma. Mais ça concernait seulement la région qui est appelée Liptako-Gourma. Okay. C'est une partie du Mali, une partie du Niger, une partie de la Haute-Volta. Mais c'est avec le temps, on a vu qu'il fallait que l'autorité du Liptako-Gourma s'étende sur l'étendue de ces trois États. Donc c'est pourquoi j'ai dit depuis lors, mais c'était une autorité qui s'occupait seulement du développement. Après, on avait introduit l'idée de l'économie. Pourquoi? Parce que c'est vers les années 1969-1970 qu'il y a le département des affaires économiques de l'ONU pour l'Afrique et le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. C'est eux qui ont émis l'idée que les trois États-là doivent se réunir pour développer la zone du Liptako-Gourma. Pourquoi? Parce que ça regorge d'énormes ressources. Et ils trouvaient que ces ressources-là, il fallait que les trois États conjuguent leurs efforts pour exploiter ces ressources. Alors, c'est aussi un 16 que le G5 Sahel a vu le jour. Est-ce que c'est pas, on va pas déjà du réchauffer encore, une façon encore de se retrouver et puis après oublier, parce que le G5 Sahel aujourd'hui est presque dans les oubliettes?
Oui, pour le G5 Sahel quand même, ça c'est fini. Et pour le Mali, quoi. Non, pas pour le Mali seulement. Pour le Burkina et le Niger. Pour le Burkina et le Niger aussi. C'est une page qui est fermée totalement. Et même si vous prenez le G5 Sahel, l'État qui a été même à la base de la création, c'est la France. C'était pour surtout pérenniser sa présence et essayer de maintenir les trois États-là dans un cadre de développement qu'eux-mêmes pouvaient contrôler. Parce que vous savez, quand nous avons connu nos difficultés, si vous reculez un peu dans le temps, vous verrez que la MINUSMA, et Barkhane et Takuba se sont installés justement dans la zone des trois frontières. Ce n'était pas anodin, c'est parce qu'à cause des recherches qui se trouvaient là-bas. Et avec le temps, on avait même vu que la France, à travers ses agents, poussait l'idée déjà dans la tête des habitants de là-bas de créer une république de Liptako-Gourma. Est-ce qu'on a des preuves par rapport à cette république de Liptako-Gourma? Est-ce qu'il ne s'agit pas seulement de théories de complot? Bon, vous savez, aujourd'hui, quand celui qui veut tuer... Si après l'Azaoud, maintenant les gens parlent de république de Liptako-Gourma. Celui qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Sinon, effectivement, c'était quelque chose qui était en train de fleurir. Parce que si vous voyez que le terrorisme a eu pris une très grande ampleur dans cette zone, c'était justement, l'idée était là. Qui sont ces acteurs qui portaient cette réplique-là alors? Est-ce qu'il y avait des acteurs qui réclamaient... Les habitants de là-bas, il faut voir que ceux qui habitent là-bas, majoritairement, il y a une partie du Burkina, comme du Mali, ce sont des Peuls, ce sont des Mochi aussi, ce sont des Dogona, il y a des Souraï, ainsi de suite, comme pour le Niger. Mais l'instrumentalisation venait du fait que les terroristes qui se sont infiltrés là-bas, la plupart de ces terroristes-là, ce n'étaient pas des autochtones du coin. C'était des gens qui venaient surtout du Tchad ou d'autres contrées. Donc c'est impossible parce qu'un État quand même, c'est vrai, il y a un territoire, mais c'est aussi des hommes, c'est des acteurs, c'est aussi des institutions. Des institutions, mais dire, oui. Donc on en était loin vraiment d'un État. Non, bon, l'idée c'était quoi? C'était de pouvoir maintenir là-bas de façon permanente une rébellion ou bien une révolte. Comme vous savez, à travers le monde, par exemple, même si un État conduit... Sur qui ces puissances étrangères allaient compter pour créer un État? Sur les terroristes qu'ils avaient parce que je pense qu'ils combattaient ce terrorisme. Même chez eux, par exemple, la France combat le terrorisme chez elle et est victime du terrorisme sur son sol. Sur son sol, ça sont comment dire, un boomerang. C'est eux qui l'ont mis en place. Donc c'est un boomerang qu'ils sont en train de récolter. Ce n'est plus les États-Unis La France n'a jamais... Ce n'est plus les États-Unis qui organisent le terrorisme. Parce que c'est ce qui était dit à l'époque avec Al-Qaïda. Maintenant c'est la France. Non, ça sont des réalités. Parce que si vous prenez par exemple le livre de Brzezinski, le grand échiquier, Brzezinski qui fut le conseiller de Jimmy Carter, c'est lui qui a émis d'abord l'idée d'utiliser les Moudjahidines pour combattre l'expansion du socialisme, c'est-à-dire du camp qui était contrôlé par l'ex-URSS. C'est pourquoi si vous voyez, l'Afghanistan avait été envahi par l'ex-URSS. Oui, on a vu effectivement... C'est eux qui ont introduit ces idées-là pour qu'à travers le monde, tous les Moudjahidines se regroupent pour venir combattre l'ex-URSS. Effectivement, même le sens de Al-Qaïda, qui signifie un réseau soutenu par Ben Laden, ça c'est une histoire effectivement à raconter. Maintenant, est-ce que si pour revenir au Sahel, pour le Sahel, l'explication est très simple. Ce n'est pas la théorie du complot. Quand le Mali a ratifié l'accord, le traité de coopération militaire avec la France, on a donné à la France la protection et la surveillance de nos frontières terrestres et aériennes.
Donc tous ceux qui pouvaient entrer sur le territoire malien, c'était du ressort de la France de les contrôler. Donc si vous voyez que les moyens dont dispose la France et dont disposait et dispose encore les nombreux drones, les satellites, tout. Donc la France avait toutes les possibilités de savoir qui pouvait pénétrer sur le territoire malien ou pas. Parce qu'eux-mêmes, ils ont reconnu que même un lièvre qui court, ils pouvaient le voir. Mais aujourd'hui, nous, par exemple, avec nos possibilités, nos drones et consorts, on parvient à les voir. Mais pourtant, autant quand la France était là, elle ne voyait rien. Mais pourtant, on a vu que la floraison du terrorisme... La France affirme avoir tué des têtes, en tout cas des groupes djihadistes, des éléments terroristes, des leaders, des chefs de groupes terroristes. C'est ça qui est étonnant. Parce que ce sont ces mêmes gens-là que nous sommes en train de tuer. Alors, est-ce qu'au sein par exemple, du CNT, par exemple, est-ce qu'il y a des réflexions sur les questions économiques de l'AES? Est-ce qu'il y a déjà des réflexions en cours sur la question de la dimension économique et monétaire au sein de l'AES? Bon, je ne sais pas. Il y a quand même la commission des finances. Je ne sais pas s'ils font des rencontres dans ce sens. Je pense que c'est chacun à son niveau et qui fait ses propres réflexions. Sinon, quand même, les débats sont souvent huilés, mais je pense que ce sont des débats qui sont de façon personnelle. Ce n'est pas... Vous, personnellement, quel est votre point de vue là-dessus par rapport à la question de l'intégration économique au sein de l'AES? Parce que la CEDEAO, on sait que c'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, mais on sait que c'est plus une intégration davantage politique qu'économique, en tout cas, ce qu'on voit. Est-ce que l'AES va réussir la CEDEAO s'est écartée de ses principes fondamentaux. Vous savez, quand la CEDEAO a été créée, c'était purement d'abord un espace économique. Il n'y avait pas de politique dedans. C'est vers les années 1991-92 qu'ils ont commencé avec les protocoles additionnels, ils ont mis la politique. Sinon, quand ça a été créé, le 28 mai 1975, c'était 3 piliers seulement. Le premier et fondamental, c'était quoi? C'était la libre circulation des personnes et des biens. Le second, c'était la libre circulation des marchandises. Le troisième, c'était la création de la monnaie communautaire, l'impression de la monnaie communautaire. Et en cela, il s'était donné 15 ans. En 1990, le constat était là, ça n'a pas été fait. C'est en ce moment qu'ils ont dit qu'ils vont se donner encore un délai supplémentaire. Et cette fois-ci, pour que les gens soient convaincus, ils l'ont même appelé ECO, du nom de ECOWAS, qui est en anglais CEDEAO. Donc c'est ça, le diminutif, là, ils ont pris ECO. Mais jusqu'à ce jour, comme vous voyez, la monnaie n'est pas là. Pourquoi la monnaie n'est pas là? Ah, ça c'est une très bonne question. Parce que vous savez que notre espace, quand même, dans la géopolitique, nous relevons plus ou moins de l'influence, de la zone d'influence de la France. C'est vrai, le Nigeria n'en faisait pas partie, mais pour qui connaît l'histoire du Nigeria, la France a toujours essayé d'être présente là-bas. Parce que la guerre du Biafra, c'était la France qui était à la base, avec ses sociétés pétrolières et ainsi de suite. Aujourd'hui, le Nigeria, qui est le moteur économique même de la CEDEAO, est confronté à des problèmes parce qu'il y a toujours des attaques au niveau de la bourse et consorts, sur la monnaie d'abord, le Naira du Nigeria, peut-être que ceux qui sont loin de l'économie ne le savent pas. Il y a des attaques, c'est ce qu'on appelle là, les cambistes, comme les Georges Soros et consorts là. C'est qui attaquent tout le temps les monnaies là pour que les monnaies s'affaiblissent. Ça c'est un. Et de deux, il y a les Ghana aussi. Comme vous avez vu, les Ghana avec leur cédule, là, ils ont beaucoup de problèmes aussi. Donc, ce sont des problèmes qui sont créés artificiellement pour que les 15 États de la CEDEAO ne puissent pas créer leur propre monnaie. Et dans ce sens, on les avait même mis en tête d'avoir des indicateurs de convergence, ce qui est erroné, parce que même les pays européens eux-mêmes, ils ne parviennent pas à respecter ces indicateurs-là. Donc,
si vous voyez que... Et notamment de l'espace de l'Union européenne, par exemple, c'est vraiment compliqué, effectivement. Et on prend les Balkans, plus l'Europe plus occidentale, c'est compliqué. Mais pour revenir à l'AES, pour qu'on puisse se développer, il faut qu'on puisse avoir quand même, comme on parle de souveraineté, il faut qu'on puisse avoir la souveraineté monétaire. Pour avoir la souveraineté... Là où la CEDEAO a échoué, vous pensez que l'AES va réussir? Bien sûr, ce n'est qu'une question de volonté. Vous savez, dans toute chose, que vous dirigez une entreprise, que vous dirigez un État, c'est une question de volonté d'abord. Parce que la souveraineté même se repose sur la volonté d'abord, vous savez. Parce qu'on dit que la souveraineté, c'est d'après même l'homme de droit français, lui le Fir. Il dit bien que la souveraineté, c'est l'état de n'être déterminé et obligé que par sa propre volonté. Mais la souveraineté financière, par exemple, elle est aussi doit être soutenue par la productivité, par la production croissante. Et nous, nos États, les richesses dont on parle, est-ce qu'on arrive à les exploiter? Ce sont les objectifs même de la politique économique que vous êtes en train de dire comme ça. Parce que les objectifs, c'est d'abord la croissance économique. C'est le plein emploi qu'il faut assurer. C'est la stabilité des prix sur le marché qu'il faut surveiller et c'est l'équilibre de nos comptes extérieurs. Mais ça, pour pouvoir faire ça, il faut contrôler quand même, il faut que tu aies en main la politique monétaire aussi, alors que la politique monétaire relève de la Banque centrale. Nous tous, dans la zone UEMOA, nous avons une banque centrale qui n'est pas contrôlée par un État individuellement. Vous savez, mais si vous regardez même les structures encore, vous verrez que la BCEAO, qui est notre banque centrale, est une filiale de la Banque de Paris. Parce que vous verrez l'organigramme de la Banque de Paris, vous verrez que la BCEAO figure là-bas comme filiale. Par exemple, si on compare avec... pourquoi l'AES doit créer sa monnaie, j'en viens tout de suite, si on compare avec l'eurosystème, par exemple, les Européens, quand ils ont voulu créer l'euro, ils ont mis en place ce qu'on appelle l'eurosystème. L'eurosystème, c'est quoi? C'est la Banque centrale européenne et la Banque centrale et les banques centrales nationales. C'est-à-dire que chaque pays a gardé sa banque centrale. Donc, c'est ce qui leur permet de jouer une stratégie qu'ils ont appelée les open markets. Voilà. Ce qui fait que chaque banque centrale nationale a des possibilités, c'est ce qu'on appelle par exemple les facilités permanentes. Ce sont les facilités de prêt marginal et facilités de dépôt. C'est eux qui gèrent ça. Ce sont des choses, par exemple, il y a des indications hebdomadaires que les banques ou bien les instituts financiers qui ont besoin de liquidités peuvent s'adresser. Et en même temps, eux-mêmes peuvent surveiller, ces banques-là même peuvent surveiller les marchés et intervenir à tout moment. Donc vous pensez qu'il faut des banques centrales nationales dans l'AES et avoir peut-être une autre banque qui va être... Voilà, une banque centrale voilà, qui va gérer. Général. Voilà. Donc ça permet une certaine autonomie. Parce que chaque pays peut être confronté à des problèmes qui lui sont uniques. Donc on peut de façon singulière gérer sa propre politique monétaire. Alors, est-ce qu'en ce moment, on a une garantie aujourd'hui d'une certaine dépendance financière par rapport au financement de notre politique économique au sein de l'espace AES? Parce qu'on a vu que, par exemple, pour le G5 Sahel, par exemple, là, le G5 Sahel était fortement soutenu, en tout cas dépendant du financement extérieur, ce qui a fait que le G5 Sahel attendait des fonds de l'extérieur. Est-ce que l'AES aujourd'hui, qui se trouve en tout cas à la croisée des chemins dans cette situation d'imbroglio total où la CEDEAO est presque en train de perdre tout son équilibre. Est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir avec on va s'en sortir, parce que si vous voyez le principe même, il faut lire seulement la charte même. Mais vu la conjoncture internationale, la charte de ça ne va pas dans le monde, docteur. Quelle conjoncture internationale? À l'échelle internationale, je dis, il y a des crises, il y a des guerres partout, il y a la situation économique internationale est très, très, très délétère. Comment quelles sont nos garanties, sur quoi on va s'appuyer concrètement? Ok, j'en viens tout de suite. Si vous voyez d'abord la charte,
vous verrez que c'est bien écrit que de façon endogène, c'est-à-dire que sur fonds propres, l'AES va fonctionner. C'est-à-dire qu'on ne va pas tendre la main. Comment? Mais nous avons des ressources. Et il faut voir d'abord le coton. Les pays de l'AES. Nous avons des produits qu'on peut exporter. Comme quoi? Pour équilibrer nos balances de paiement. Et par exemple, si vous prenez le Mali, nous avons l'or, nous avons le coton, nous avons des produits, par exemple, si vous regardez le bulletin trimestriel, et les intrants aussi, qu'on exporte, vous avez le sésame, vous avez d'autres produits agricoles aussi. Et encore la bétail. Parce qu'il faut savoir que dans la sous-région, en termes de tête, à part le Nigeria, nous venons en deuxième position. Tu vois, nous venons en deuxième position. La situation sécuritaire. Voilà, pour l'élevage, nous venons en deuxième position. Ça, c'est une chose. Le Burkina aussi exporte de l'or, du coton et bien d'autres choses aussi. Le Niger, c'est pareil. Vous avez vu maintenant, le Niger est en train de devenir un exportateur important de pétrole, de carburant. Donc nous, si j'ai bien compris, on compte sur ce qu'on va vendre à l'extérieur, c'est ça? Comme tout pays. Non, on compte sur ça et encore on compte sur... Est-ce que nous, finalement, peut-être qu'on vend même de l'or à l'extérieur, c'est ça? Est-ce que tout ça là, c'est fiable? Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas qu'on va vendre seulement. C'est-à-dire que dans les plans de développement, nous devrons mettre d'abord des industries qui vont traiter tous ces produits-là ici. Voilà, pour avoir des plus-values. On ne va pas exporter seulement les produits bruts. Comme vous savez, par exemple, le Mali, par exemple, le lithium qui est là, il faut qu'il y ait des fabriques qui vont fabriquer peut-être des produits finis, tels que les batteries et consorts. L'or aussi, vous savez, on est en train de mettre des raffineries en place au Burkina, au Mali, ainsi de suite. Et ce qui concerne le pétrole... C'est vrai, tout ça là, on est en train de... Ça va se faire ou bien c'est concret, c'est en cours, c'est vraiment en cours, quoi? C'est en cours. C'est pas de la politique, c'est pas un discours? Non, non, non. Parce que, comme vous avez parlé de politique économique, nous sommes dans ce cadre-là, dans une politique économique structurelle. Voilà, c'est quelque chose dont les fruits ne peuvent pas se voir seulement en 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça, il faut aller sur 5 ans, 10 ans. Donc il faut... Et ça a déjà commencé ou pas? Ça a commencé. Par exemple, au Mali, on a mis la Société des ressources minérales du Mali, qui sera axée pour l'exploitation de nos ressources du sous-sol, pour qu'on puisse les transformer sur place ici. C'est nous qui extrayons ou c'est d'autres sociétés minières internationales qui continuent de profiter de non, mais il y a des technologies dont nous ne disposons pas. Il faut qu'on fasse dépend toujours appel. de ces sociétés. Non, bon, c'est l'interdépendance. Et ils veulent gagner du fric et nous avons besoin de leur technologie. Donc ils gagnent toujours beaucoup de fric Nous voulons faire la même chose que des pays comme la Libye quand Kadhafi est venu. Vous avez vu comment il a fait. C'est-à-dire que ces ressources, quand vous les exploitez, c'est eux-mêmes qui décident des quotas. Alors qu'au Mali, avant, c'était quoi? On nous faisait croire que les investisseurs qui venaient, et ils venaient nous aider, c'est eux qui avaient l'argent. Donc, on devrait leur laisser nos ressources. Ils en disposaient comme ils voulaient. Après, s'ils voulaient nous donner quelque chose, on prenait. C'était comme ça. Mais ce ne serait plus le cas. Vous savez. Et quand ils vont venir, on va faire de contrats. C'est sûr que ce ne serait plus le cas. Est-ce qu'on a une justice assez forte pour... Oh, bon, je ne vais pas toucher ce volet. Je pense que le côté attrayant aussi pour les investisseurs, c'est d'être rassuré que leur investissement sera en sécurité. Pour que ça soit en sécurité, il faut qu'on ait une justice qui puisse, comment dire quoi, inspirer confiance. Et je suis sûr qu'avec les réformes dont le ministre de la Justice, que je salue ici, il est dessus, et ces réformes-là vont donner leurs résultats. Un climat des affaires plus propice à l'investissement. Alors, on a un autre problème très important, un défi d'ailleurs, on va dire, c'est la gouvernance. Tout ce qu'on vient de dire est véritablement lié à la bonne gestion,
à la bonne gouvernance. Quand je parle de bonne gouvernance, je parle du détournement des deniers publics. On parle également de l'accès à l'emploi pour les jeunes. Tout ça là, s'il n'y a pas une bonne gouvernance, ça va finir dans la poche de quelques individus. Est-ce que l'AES aujourd'hui est prête à faire face à ce fléau-là? L'AES est prête à 120% même. Ça, je peux vous le dire. Parce que nous avons toutes les compétences pour le faire. Si vous avez vu ma carte, vous verrez que c'est le stratégique managérial. Ce que vous avez dit, c'est surtout mon profil. Comment gérer les situations de crise, la bonne gestion dans les entreprises, comment organiser cela. Parce qu'un manager, il a ses concepts, ses théories. Si vous venez et que vous-même, vous ne croyez pas d'abord au futur de l'entreprise, c'est un problème. C'est un problème pourquoi? Parce que vous allez penser seulement à vous remplir le poste et vous en allez. C'est pourquoi la société aura des problèmes. Mais si vous avez confiance en l'avenir de la société, vous associerez votre avenir avec l'avenir de cette société et vous ferez tout pour que cette société puisse bien marcher. Quand un manager vient, d'abord, les principes fondamentaux même du management, c'est d'abord, il faut avoir des idées, des compétences. Si, après les idées, si vous ne pouvez pas réunir les compétences qu'il faut, vous n'allez pas aller loin. Mais même ces trois-là, ces deux-là, quand vous les réunissez, il y a un troisième facteur qui est là, qui est très important. Ça, c'est l'autorité. Donc, quand vous manquez d'autorité, votre société ne va nulle part. Voilà. Mais quand on dit l'autorité aussi, il ne faut pas que ce soit un dictateur ou quelque chose. C'est là où je vais en venir aussi, quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes sûr que peut-être vous êtes entendu en tant que vice-président, en tant que membre du CNT. Demain, vous n'êtes pas là. Aujourd'hui, Ibrahima Traoré est là, demain, il n'est pas là. Est-ce qu'on peut compter sur le capital humain sahélien? Bien sûr, c'est une question de formation. Parce que l'État dont on déplore n'est pas venu avec le début du Mali, non. C'est venu à un moment de notre histoire. Peut-être qu'à un moment où on nous a imposé la démocratie, ceux qui étaient venus, ils avaient mal compris ces concepts. Parce que quand ils ont goûté au pouvoir, ils ne voulaient plus laisser le pouvoir. Donc leur souci, c'était quoi? Ce n'était plus d'avoir des managers honnêtes, des managers compétents, non. Leur souci, c'était d'avoir des gens qui étaient plutôt fidèles à leur parti qu'au pays. Et même un manager qui était très compétent, on le met de côté. Est-ce que les dispositions sont prises pour qu'on ait encore des gens au pouvoir, des individus au pouvoir capables de porter cette flamme de la croissance économique? Bien sûr. La transition est là pour ça. Parce que comme vous voyez, la transition... La transition va partir, c'est une parenthèse, elle va partir. La transition ne partira pas. La transition continuera d'autre façon. D'une autre manière. Voilà. Parce que la transition, c'est un passage d'un état à un autre. Quand on dit que ça va partir, c'est comme s'il y aura une fracture. Il n'y aura pas de fracture. Une continuité, on est d'accord. Voilà. Oui. La transition fera son temps. La transition prépare déjà va passer les témoins pour qu'il y ait une continuité sur la voie qu'on a tracée. À des acteurs crédibles. Pour qu'on ne retombe plus dans une autre transition. C'est ça que nous sommes en train de faire. C'est comme c'est les urnes qui parleront. On ne peut pas dire que voilà, c'est sûr, c'est fiable. Oui, les urnes parleront. Et je pense que les urnes parleront d'une façon qui va différer comme avant. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr que la maturité de la population malienne, surtout la maturité de la jeunesse, est telle que la plupart de ces gens ont compris qu'il ne faut plus accepter des miettes pour voter aveuglément pour un tel ou un tel, ou bien pour adhérer à un parti à cause des intérêts personnels. Maintenant, nous savons que notre avenir, c'est lié à l'avenir même de l'État malien. Et que le respect même de l'homme malien est lié à la réputation même du Mali. Et chacun comprend maintenant que, même nos expatriés, ils comprennent maintenant qu'ils sont respectés parce que le Mali a rehaussé son image
Et le Mali est beaucoup plus respecté qu'avant. Un dernier mot sur la situation économique de notre pays à l'intérieur aujourd'hui. On n'a pas de courant. Les Maliens, on va dire, veulent manger. Vous, quel est votre état d'esprit? Ça vous touche, ça vous écoeure, vous êtes blessé, vous n'êtes pas content? Bon, je ne suis pas quelqu'un de très émotif. Je suis quelqu'un quand même qui regarde froidement les choses. Ça m'inquiète sur un plan que le fait que, pour tout économiste quand même qui se respecte, c'est que l'économie c'est l'énergie. L'économie c'est l'énergie avant tout. Et maintenant, les coupures jouent beaucoup sur les petites et moyennes entreprises. Et cela va se répercuter sur le PIB. Voilà, c'est ça qui est dommage. Parce que quand ça va se répercuter sur un appel aux autorités PIB, à ce niveau pour soutenir le peuple malien, on va dire. Bon, quel appel aux autorités? Plutôt un appel aux Maliens. Aux Maliens, ok. Voilà. Je vais dire aux Maliens ayant fait preuve de patience, de persévérer encore dans cette patience. Parce qu'il y a des choses, c'est comme si tu détruis ta maison et que tu veux reconstruire. Bien sûr, à un moment, tu seras exposé aux intempéries. Voilà, je pense que c'est cette phase qu'on est en train de passer. Ce que je peux dire à nos autorités seulement, c'est de tout faire pour que ces problèmes-là puissent être résolus et très vite. Vous avez voulu toucher un sujet ou pas du tout? C'est bon, vous êtes content? Bon, comme vous savez, la première fois, on ne peut pas tout toucher, du coup. On ne peut pas tout toucher. Si ce qu'on a dit, les téléspectateurs vont apprécier, je serai content. Okay. Je vous remercie quand même de m'avoir invité. Merci donc infiniment. Docteur Fousseynou Ouattara était notre invité dans l'invité de la semaine, votre émission hebdomadaire qui traite de l'actualité politique nationale et internationale. Voilà, donc il est membre du Conseil national de transition, on va dire vice-président de la Commission de défense nationale, sécurité et protection civile. Il est PhD en sciences économiques et management stratégique. Merci infiniment. Le président aussi, j'ai oublié, du collectif pour la refondation du Mali, Corema. Voilà, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Voilà, donc, chers fidèles téléspectateurs, à très bientôt sur Alafia TV, Canal Plus 235 et sur nos plateformes digitales.